Oui, donc je suis gros-mornais d'origine. J'ai passé ma petite enfance au Robert, dans plusieurs communes de Martinique, mais finalement c'est le Gros-Morne qui a été le point de chute de notre famille. Et j'y ai vécu un temps, ensuite au séminaire collège. Et mon père, avant de se marier, avait demandé à ma future mère est-ce que vous accepteriez que nos fils soient éduqués par les jésuites? Car j'ai été éduqué par les jésuites du collège de Poitiers, et je voudrais que mes fils aillent là-bas. Elle ne connaissait ni la France ni les jésuites, mais elle a dit Amen à son fiancé, et c'est ce qui se passera plus tard. Donc, quitter la Martinique à 13 ans pour continuer des études en milieu métropolitain, des familles de la région, mais aussi dans un cadre très ancien, géographiquement et historiquement. À côté de Poitiers, il y a le plus ancien monastère de France, les Gugées, fondé par Saint Martin. Et j'ai connu la vie monastique par ce séjour, un jour en promenade, on était allé à Gugées. Je ne savais pas du tout ce que c'était que des moines. Voilà, on a eu de très bons professeurs et puis des pères spirituels, mais je n'ai jamais eu l'attrait pour être jésuite. Je trouvais que il manquait quelque chose, une toute petite chose, mais précieuse pour moi. Il manquait au niveau du collège et au niveau des pères, il manquait l'esprit de famille. Les pères, je ne les ai jamais vus prier ensemble. Ils étaient ils surveillaient, quelques-uns surveillaient pendant la messe des élèves, mais chacun avait sa messe privée en dehors de la liturgie, si je peux dire. Chacun avait sa liturgie. Et donc, comme j'étais habitué aux messes solennelles du Gros-Morne de l'époque, qui étaient très vivantes, je disais, mais ça n'existe donc pas en France. Mais, enfin, bref. Et finalement, le Seigneur a répondu à une question. La dernière des 4 années que j'ai passées au collège de Poitiers, il y a eu sur la table de l'infirmerie une revue jésuite où il était question, un tout petit entrefilet, où il était question de la fondation d'un monastère à la Martinique. Monastère interracial. Interracial, j'avais jamais vu ce mot. Je ne savais pas qu'on était plusieurs races et que c'était des moines qui venaient surtout du Québec, plus quelques Français, Belges aussi, qui ont voulu créer ce monastère. Et donc c'est ici que Monseigneur Labrunelière a trouvé un terrain qui était libre, sachant que aussi ce terrain c'était la propriété de M. Dupont, de cet homme de Tours, qui était béquet. Ça faisait pas mal de pierres précieuses au début de la fondation. Donc j'ai écrit pour savoir comment ça se faisait, quel était le but du monastère. Et on m'a dit, le père supérieur m'a répondu, si vous voulez venir, vous serez le bienvenu. Il ne m'a pas demandé quelle était ma race, mais enfin le nom, il a dû deviner quand même ce que ça pouvait être. Mais j'ai vécu avec cette idée que c'était là que Dieu m'attendait. Parce qu'il y avait
cet aspect de vie de famille, cette vie de communauté stable. Donc, du coup, je suis allé voir à Bugey comment ça vivait. Moi, mais ils étaient tout en noir. Tandis qu'ici, à l'époque, ils étaient en kaki. Maintenant, en blanc. Et donc, j'ai approfondi cette connaissance de la règle de Saint-Benoît et de la vie monastique. Et donc, ce que je retiens depuis ce temps, c'est la vie communautaire, la vie de famille. Si Dieu a fait l'homme et la femme pour fonder une famille, c'est vrai pour tout être humain, la vie de communauté, de famille, est essentielle pour l'épanouissement, pour la réalisation de la nature humaine. Et lorsque la grâce de Dieu m'a poussé vers la vie monastique, après le bac, en 58, je suis rentré au monastère ici, en 58, et ils avaient comme prieur le père Schmitt, le père Alsacien, moine de Clairvaux au Luxembourg. Mais il y avait surtout, en second, il y avait le père Patrick Webster, c'était un tout jeune prêtre, originaire de Sainte-Lucie, et qui était ce qu'on appelle le zélateur, il était donc le sous-maître des novices. Le père Schmitt, prieur, était maître des novices, et donc je suis tombé entre les mains de père Patrick Webster, qui était chante, qui était un être assez exceptionnel, très exceptionnel sur le plan humain et spirituel également. Donc c'était l'homme qui a achevé la formation masculine, virile, d'homme. Nous avons été vraiment dans une relation fraternelle où on pouvait tout se dire, s'entretenir des choses les plus discrètes, les plus personnelles, mais pour que la formation soit vraiment vraie. Ça a été des années magnifiques, qui se sont terminées par la profession. Et après cette profession, les supérieurs ont décidé que j'aille faire des études de théologie, de philosophie et théologie à l'abbaye de Solesmes, la maison mère de la congrégation dans la Sarthe. C'est comme ça que j'ai découvert Solesmes, qui était un immense monastère. Il y avait plus de 100 moines et il était un peu perdu. Solesmes n'avait pas encore fait sa fondation au Sénégal, c'est une belle réussite, mais il y avait tous les abbés, les supérieurs des monastères de France, de la congrégation, qui revenaient régulièrement. Donc on avait une vision de la vie monastique grâce à ces visites. Le père Patrick était profondément humain. Il avait souffert parce que sa mère était morte quand il était encore jeune. Il n'a pas connu son père. Il a été élevé par sa marraine, qui était la sœur de sa mère. Donc il y avait chez lui un manque affectif et il avait aussi une très grande richesse à donner. Donc le père Webster était d'origine antillaise et il n'avait aucun complexe. Moi, je n'ai aucun complexe d'être béqué. Donc on a vraiment communié. Et non, j'ai continué mes études, c'est pas très important. Je suis revenu à Saint-Pierre après mes études à Solesmes. J'ai été ordonné prêtre le 15 août 1966 à Saint-Pierre. Et c'est peu après qu'il a été décidé de quitter Saint-Pierre pour aller à Terreville.
C'est une propriété qui nous a été offerte gratuitement par la famille Yankton. Et donc, ça a été l'affaire essentielle du père Patrick Webster de créer un monastère fait pour les moines et tout orienté à cette dimension. Je voudrais dire en terminant que à la fin de sa vie, le père Patrick, qui a été nommé évêque de Sainte-Lucie, c'est tellement catastrophique pour les monastères quand on prend le prieur pour en faire l'abbé, pour en faire un évêque, parce que c'est pas sa vocation première d'être évêque. C'est deux vocations distinctes, mais surtout la communauté qui a eu pour père ce prêtre qui était le prieur de la communauté ou l'abbé de la communauté, le voilà devenu évêque. Il hérite une grande famille, mais la petite famille qu'il avait suivie pendant des années, elle n'a plus rien. Il faut trouver un nouveau supérieur. Et cette affaire, a été il a été demandé au Saint-Père qu'on ne fasse plus jamais cela, de prendre un père de famille monastique pour en faire l'évêque d'un diocèse, dans la mesure, exceptionnellement ça peut se faire, à la mesure où le nouvel évêque saura s'adapter, mais la communauté qui reste derrière lui aura beaucoup de mal à repartir. Donc, je crois que le Saint-Siège a décidé qu'on ne demanderait plus aux pères abbés de devenir des évêques. Le père Patrick Webster, à la fin de sa vie, a eu le cancer des os, un cancer particulièrement douloureux. Moi, j'étais à ce moment-là à la fois en Suisse et à Solène, et il m'a appelé, il m'a fait savoir qu'il était dans une maison de repos, il ne pouvait presque plus marcher. Il a voulu que je vienne l'aider pour rédiger ses dernières volontés et écrire les lettres qu'il voulait écrire au pape, à son diocèse, de différentes personnes qu'il connaissait, à qui il voulait dire adieu. Donc j'ai été près de lui dans une très grande intimité pour l'aider dans sa maladie, l'aider à manger, l'aider à se lever, à marcher un petit peu, et rédiger ensemble les textes qu'il voulait laisser. Il était très blessé qu'on ne l'ait pas laissé tout simplement, prière Notre-Dame du Mont des Oliviers, et qu'on l'ait nommé évêque de Sainte-Lucie, alors qu'il y avait longtemps qu'il avait quitté Sainte-Lucie, et à Sainte-Lucie, il a eu des problèmes avec certaines personnes du clergé. Donc il a porté sa croix, et il a fait ce qu'il a pu, mais nous, à Terreville, on aurait voulu qu'il revienne mourir chez nous, avec nous, mais c'était impossible pour lui. Il n'a pas eu le courage, la force de faire le voyage. Donc, c'est l'abbé général de Solesmes qui, le voyant de plus en plus malade, l'a invité à venir pour ces dernières années à Solesmes. Et c'est là qu'il est mort et enterré. Et là, je suis arrivé juste pour son enterrement. Donc, je pense que c'est l'homme qui m'a le plus marqué de ma vie, sur le plan humain et sur le plan spirituel, sur le plan monastique. Il m'a beaucoup donné, beaucoup apporté. Et je ne savais plus s'il était blanc et si c'était moi qui étais noir. Quelquefois, je faisais une réflexion, il me dit,
c'est vous qui dites ça? C'est moi qui dis ça, c'est pas vous. Bon, ah, je dis, c'est vous qui m'avez appris, père, c'est pas de ma faute. Donc ça a été pour moi un grand deuil de le perdre, mais la vie continue et il faut revenir au réel. Bon, j'avais quitté le monastère parce qu'il y avait des tensions trop fortes. On m'avait donné la charge de prieur trop jeune et j'avais dû forcer un peu. Donc on m'a renvoyé à la maison mère à Solesmes pour refaire des forces. Et voilà, donc c'était le but était d'avoir un remplaçant. Et ça a été le père Charles Peter César qui a succédé à votre serviteur. Donc, il était à l'office spirituel du père Patrick. Et il avait été mon sous-prieur aussi. Donc, c'est lui qui a continué la transition. Puis, depuis lors, le père Peter est décédé également. Il a fallu trouver un successeur. Bon. Actuellement, pourquoi est-ce que je suis ici? Parce qu'à Solesmes, je suis pas mal. Il y a une belle bibliothèque, il y a une grande communauté. Il y a des aspects positifs, une tradition spirituelle très forte, mais ma vocation, c'était d'être moine à la Martinique. Je pensais toujours cela, et un beau jour, il y a 2 ans, l'épouse de la veuve de mes amis m'a écrit pour me dire qu'elle avait reçu un message du Seigneur lui disant qu'il fallait que je retourne à la Martinique. Alors je lui dis, mais je ne rends pas compte, les pères abbés n'aiment pas que les dames leur donnent des conseils. Je ne sais pas comment lui dire ça, comment expliquer. Il n'y a pas de problème, j'ai envoyé la lettre au père abbé. Et 2 jours après, le père abbé appelle, voilà, vous connaissez cette dame? Oui, mon père, très bien. Donc elle m'a écrit une lettre, elle suggère que vous repartiez à la Martinique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je lui dis, mon père, vous connaissez, vous êtes le père abbé général, vous connaissez la situation de Terreville et vous me connaissez un peu. C'est à vous de décider. En tout cas, voilà, je suis arrivé quelques semaines après. Cela fait un peu plus d'1 an où je retrouve la place dans la communauté, mais il y a quand même eu une 30aine d'années où j'étais absent. Voilà, et donc, ce qui est important pour moi, à mon avis, c'est de connaître chaque personne de la communauté, apprendre à connaître chacun tel qu'il est, avec son histoire, à la mesure où on peut la connaître, en l'observant au jour le jour, en lui demandant des services, en lui rendant des services. Il y a là une manière de faire communauté, de s'enrichir mutuellement, de grandir ensemble et de faire grandir la communauté. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais on est 8 ou 9. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait le double de frères pour que le monastère puisse se développer. Donc là, la question est les vocations. Donc le Saint-Esprit suggère à des jeunes gens, des hommes, de donner leur vie pour la gloire de Dieu, l'adoration, la prière, pour l'accueil. Actuellement, le monastère a une faiblesse, et que l'hôtellerie ne fonctionne pas vraiment comme il faudrait. Donc il manque quelque chose. Et d'autre part, l'accueil de l'extérieur est peut-être pas assez fraternel. Voilà. Donc pour le moment, je n'ai pas d'activité extraordinaire, mais les fidèles qui viennent se confesser
m'ont nommé sans l'écrire, sans le dire, sans préparation, m'ont nommé comme confesseur ordinaire. Donc, pratiquement tous les jours, entre la messe et le déjeuner, les mois qui ont précédé, je n'ai pas arrêté de confesser. Et ça a été une expérience extraordinaire pour moi, après tant d'années d'absence, de retrouver la Martinique telle que je l'ai connue, de retrouver cette foi profonde, mais aussi cette vérité des gens qui ont le courage de dire je suis chrétien, mais il y a ça dans ma vie qui ne marche pas, je n'ai pas fait ça, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Donc, une vérité authentique et chose très particulière, je n'avais jamais vécu ça. Pratiquement toutes les confessions, donc ça fait presque 6 mois, toutes les confessions évoquaient des souvenirs d'enfance, des péchés d'enfance, d'adolescence très anciens, mais qui les bloquaient. Il fallait qu'ils le sortent. Et là, vraiment, je n'avais jamais vu une telle mémoire du péché et un tel sens de la sainteté, de la miséricorde de Dieu. Donc ça m'a été un beau cadeau de la Martinique, de m'accueillir ici. Voilà, je sais pas. Un grand merci, Père. Donc, nous voyons comment les chemins se croisent. Donc, c'est vous qui, initialement, étiez ici, au domaine du Fort. Il y a 55 ans bientôt, vous avez été ordonné, le 15 août. Donc, nous allons fêter ce jubilé. Et nous allons bien sûr penser et prier pour vous. Donc, on voit comment les chemins se croisent. Donc, à la fois Léandre qui dit qu'il vient à la confession, il tombe sur vous et vous êtes là et vous avez donné tout votre itinéraire jusqu'à ces confessions. Et on voit votre amitié dans le Christ et votre amitié en humanité avec le Père supérieur que vous avez présenté, qui était Saint-Lucien, qui était certainement afrodescendant, et vous qui étiez béquet, mais cette vie communautaire, cette vie fraternelle a transcendé complètement tous ces clivages qui pouvaient exister, et peut-être encore davantage à cette époque. Donc, message à la fois plein d'espérance, et qui explique ce pourquoi vous avez répondu à Léandre lorsqu'il se confessait « Je suis votre homme ». Voilà. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes au domaine du fort, à témoigner avec Léandre et avec Guillaume de cet itinéraire pour pouvoir permettre à chacun de mieux se connaître. Merci pour vos conseils également communautaires et fraternels concernant le fait de bien connaître les uns et les autres, de se rendre des services, de s'observer et de s'aimer pour pouvoir mieux se comprendre.